Peu importe à quel point ta posture est correcte, il y aura toujours quelqu'un prêt à croiser ton chemin avec du mépris. Et c'est exactement là que commence le test, parce que beaucoup de gens abandonnent le contrôle. Soit ils explosent sous le coup de l'émotion, soit ils avalent leur colère et laisse-moi ça les ronger de l'intérieur. Mais tu peux gérer ces situations d'une autre manière. Imposer le respect sans perdre ta dignité, sans crier, sans discuter, sans entrer dans son jeu. Aujourd'hui, je vais te montrer cette attitude qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Ce sont des attitudes simples, pratiques et profondément déstabilisantes pour les personnes arrogantes. Des attitudes qui remettent les choses en place, changent le ton de la conversation et rendent la limite évidente sans avoir besoin de dire un mot. Reste jusqu'à la fin. Ces attitudes ne changent pas seulement la manière dont on te traite. Elles changent la posture avec laquelle tu avances dans le monde. On commence. Première attitude, ne te défends pas tout le temps. Il existe une habitude presque automatique chez beaucoup de gens. Lorsque quelqu'un remet en doute tes choix, critique tes décisions ou te parle avec dédain, tu te surprends à donner des explications, à en dire plus que nécessaire, à entrer dans des détails superflus, à préparer mentalement des arguments comme si tu te trouvais devant un tribunal, cherchant à démontrer que ton choix était le bon, que tu avais une justification solide, que tu n'as pas agi à la légère, que tu n'es pas en faute. Ce que presque personne ne saisit, c'est qu'à cet instant précis, il ne s'agit pas réellement d'une conversation, il s'agit d'une épreuve. Quand tu te justifies trop, le message que tu transmets n'est pas celui de la clarté, c'est celui de l'insécurité. C'est comme si, sans même t'en apercevoir, tu sollicitais la permission d'exister. Tu réclamais une approbation pour mener ta propre existence et une personne qui ne te respecte pas le perçoit instantanément. Les individus irrespectueux possèdent un instinct particulièrement aiguisé pour détecter la fragilité émotionnelle. Quand ils remarquent que tu basculais en mode justification, ils comprennent une chose toute simple. Ils conservent encore une emprise sur toi, car celui qui s'explique trop tente au fond de convaincre l'autre d'une chose qui devrait déjà être résolue intérieurement en lui-même. Laisse-moi te confier quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il y a eu une époque dans ma vie où chacune de mes décisions se transformait en débat public. Si je changeais d'opinion, je m'expliquais. Si je déclinais une invitation, je m'expliquais. Si j'empruntais une voie différente, je m'expliquais encore, avec moult détails, justifications et mises en contexte, comme si j'étais perpétuellement redevable. Et l'effet produit était exactement contraire à celui que j'espérais. Plus je donnais d'explications, plus on remettait mes choix en question, plus je cherchais à convaincre, plus j'ouvrais la porte aux critiques, aux moqueries et au manque de respect déguisés sous des airs de préoccupation, jusqu'au jour où quelque chose a basculé. Quelqu'un m'a interrogé sur une décision personnelle d'une manière intrusive, presque accusatrice, s'attendant au discours habituel, et pour la toute première fois, j'ai simplement répondu « c'est ce que j'ai choisi », sans discours, sans posture défensive, sans justification. Le silence qui a suivi était inconfortable, mais pas pour moi. C'est la personne en face qui s'est visiblement sentie mal à l'aise. Elle a tenté de dévier vers un autre sujet et n'a plus jamais réabordé ce point. C'est à ce moment précis que j'ai saisi quelque chose de simple et de puissant. Celui qui sait ce qu'il fait n'a rien à prouver à qui que ce soit. Le respect ne dépend pas de tes arguments, il dépend de ta posture. Quand tu cesses de te justifier, tu retires à l'autre la scène, le contrôle et cette impression d'autorité. Tu n'es pas en train de te montrer impoli, tu fais simplement preuve de fermeté. Et cela met mal à l'aise celui qui ne te respecte pas, car cela l'oblige à observer son propre comportement sans bénéficier de ta participation émotionnelle. L'absence d'explication constitue une limite silencieuse. Elle signifie « mes choix ne sont pas négociables ». Et plus tu mets cela en pratique, plus quelque chose évolue également en toi. Tu ressens moins le besoin d'être approuvé, moins d'anxiété quand on te questionne, davantage de stabilité intérieure. Alors, retiens bien ceci. Quand quelqu'un cherche à te déstabiliser en exigeant des justifications, essaie de répondre avec économie, une phrase brève, ou même aucune réponse du tout. Observe les faits.
Quelqu'un qui ne te respecte pas se sentira diminué, non pas parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu ne t'es pas incliné. Et ce type de posture calme et assurée désarme le manque de respect comme peu d'autres choses savent le faire. Deuxième attitude, ne baisse jamais les yeux devant personne. Cette deuxième attitude fait partie de mes techniques préférées et aussi de l'une des plus redoutablement efficaces, car elle ne repose sur aucun mot. Elle ne nécessite aucune explication et elle agit précisément au moment où quelqu'un s'attend à te voir flancher. Je parle ici du regard silencieux. Peu de personnes en ont conscience, mais l'instant où l'on te manque de respect s'accompagne presque toujours d'une épreuve invisible. Après la remarque blessante, la provocation maquillée en plaisanterie ou ce ton condescendant, survient une brève pause. Et durant cette pause, l'autre t'observe. Il n'attend pas une réponse verbale, il guette une réaction. Des yeux qui se baissent, un sourire crispé, un regard qui fuit rapidement comme quelqu'un cherchant à échapper à la situation. C'est généralement à cet instant précis que tout se décide. Lorsque tu maintiens un contact visuel calme et assuré, sans détourner le regard, quelque chose se rompt. L'attente d'une fragilité de ta part ne se vérifie pas. La tentative de te faire vaciller reste sans appui, et cela bouleverse entièrement la dynamique de l'échange. Détourner le regard est un réflexe naturel lorsqu'on se sent menacé ou rabaissé. C'est un réflexe de défense. Le corps cherche instinctivement à se protéger, et les yeux tentent de trouver une échappatoire. C'est précisément pour cela que soutenir un regard a un tel impact. Pas parce que cela intimide, mais parce que cela exprime ta présence. Maintenir le contact visuel, ce n'est pas un défi. C'est affirmer, sans prononcer un seul mot, que tu ne vas pas te replier face à quelqu'un qui cherche à te rabaisser. Et cela perturbe profondément celui qui comptait sur ta fragilité pour avancer. J'ai compris cela très nettement dans des situations entre amis. Tu connais ce genre de groupe où il y a toujours quelqu'un qui dépasse les bornes sous couvert de plaisanterie. Cette personne qui lance des remarques ironiques, de petites piques, des blagues qui ne font rire qu'aux dépens des autres. Dans mon cas, le scénario se répétait presque toujours de la même façon. Une remarque acérée au beau milieu de la conversation, suivie d'un « mais c'est pour rire, détends-toi » juste après. Et ensuite le regard. La personne lançait sa phrase et fixait immédiatement mes yeux, attendant ma réaction. Attendant que je rie jaune, que je baisse le regard, que j'entre dans son jeu pour ne pas rendre l'atmosphère pesante. Pendant longtemps, c'est exactement ce que je faisais. Je souriais, je détournais les yeux, je changeais de sujet, et sans m'en rendre compte, j'accordais ainsi la permission de continuer. Jusqu'au jour où, dans une de ces situations, j'ai agi différemment. La remarque est tombée. Le ton était identique, et juste après, ce regard qui guettait ma réaction. Cette fois, j'ai soutenu le contact visuel. Je n'ai affiché aucune colère. Je n'ai pas grimacé un reproche. Je n'ai absolument rien dit. J'ai simplement gardé le regard fixe, calme, présent, sans la moindre soumission, quelques secondes à peine, mais l'effet a été immédiat. La personne a commencé à s'agiter sur sa chaise. C'est elle qui a détourné le regard la première. Elle a tenté de relancer un autre sujet. Elle a ri seule, comme quelqu'un qui réalise être allé trop loin. Mais le détail le plus marquant n'était pas même cela. C'était l'ambiance générale. Les personnes présentes ont remarqué. La conversation s'est interrompue un court instant. Il y a eu ce silence bref et gênant, où chacun a parfaitement saisi ce qui venait de se produire. Personne n'a rien dit, mais tout le monde était attentif. Non pas parce que j'avais fait un esclandre, mais simplement parce que je n'avais pas reculé à cet instant. Celui qui avait tenté de me manquer de respect s'est retrouvé exposé par son propre comportement, sans attaque, sans réplique cinglante, sans la moindre explication. Et lorsque cela se produit, le rapport de force s'inverse complètement. Car en maintenant ton regard, tu ne t'adresses pas uniquement à celui qui a tenté de te diminuer. Tu t'adresses à l'ensemble de l'environnement. Tu démontres, sans un mot, que tu as bien vu la limite être franchie et que tu ne feras pas semblant de l'ignorer. Et cela redessine entièrement l'espace. L'atmosphère a changé par la suite. Les commentaires se sont raréfiés. Le ton est devenu plus mesuré. Cette liberté de manquer de respect sous prétexte de plaisanterie a disparu, car tout le monde avait reçu le message.
Quand tu ne réagis pas comme prévu, tu brises le scénario de l'autre, et cela montre clairement à tous où se situe la limite. Le contact visuel accomplit quelque chose de très précis. Il rappelle à l'autre que tu es bel et bien présent, entier, pleinement conscient. Celui qui manque de respect compte souvent sur ton instabilité émotionnelle, sur ton malaise, sur ton silence corporel pour gagner du terrain. Mais lorsque tu soutiens son regard, la donne change entièrement. Il est essentiel de bien comprendre ceci. Le regard n'est pas une arme. C'est un outil employé avec discernement. Il ne provoque pas de crainte, il établit une limite. Il ne ferme pas le dialogue, il le rend honnête. Tu n'as pas besoin de t'exprimer verbalement, ton corps parle pour toi. Maintenir le contact visuel revient à dire, sans un mot, j'ai compris, et je suis toujours là. Cela pousse l'autre à réfléchir, car cela lui retire le confort de l'impunité. Il n'y a ni affrontement ni fuite. Et au fond, c'est exactement de cela que traite toute cette vidéo. Aucune de ces attitudes n'a pour but d'humilier, de menacer ou de dominer qui que ce soit. Elles existent uniquement pour protéger ta dignité, car celui qui te manque de respect ne s'attend généralement pas à de la fermeté. Il ne s'attend pas non plus à de la lucidité, encore moins à de la sérénité. Et lorsqu'il rencontre précisément cela, sans cri, sans agressivité, sans justification, le respect trouve enfin un espace pour s'installer, ou du moins, le manque de respect perd de sa force. Troisième attitude, questionne, n'attaque pas. Quand quelqu'un te blesse, te coupe la parole ou te traite avec mépris, une impulsion presque automatique monte aussitôt en toi. Accuser. Pointer du doigt procure un soulagement immédiat. C'est comme si, en rejetant la faute à l'extérieur, tu pouvais enfin respirer. Mais ce soulagement est de courte durée, et le prix à payer est souvent élevé. L'accusation transforme instantanément toute conversation en affrontement. Dès l'instant où tu accuses, l'autre cesse d'écouter quoi que ce soit. Il bascule en mode défensif. Peu importe que tu aies raison, la discussion devient alors une bataille d'ego, et non plus une quête de respect. Questionner, c'est tout autre chose. Questionner n'attaque pas. Questionner met en lumière. Et cela bouleverse complètement le rapport de force. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'assistais à une réunion importante, en présence de plusieurs personnes dans la salle. Chaque fois que je prenais la parole, un collègue m'interrompait. Pas occasionnellement, mais constamment. Il coupait mes phrases en plein milieu, parlait par-dessus moi, déviait systématiquement le sujet, comme si mes propos n'avaient aucune valeur à ses yeux. Mon premier réflexe a été de vouloir l'accuser devant tout le monde, de lancer quelque chose comme « tu ne sais pas respecter les autres » ou « tu m'interromps sans arrêt ». Mais je savais que cela créerait une scène défensive, une ambiance pesante, et que je risquais fort de me retrouver dans le rôle de la personne trop émotive. Alors, j'ai choisi une autre voie. J'ai attendu qu'il m'interrompe à nouveau, car je savais que cela arriverait inévitablement. Lorsque c'est arrivé, je me suis arrêté. Je l'ai regardé calmement, et j'ai demandé, d'un ton neutre, mais suffisamment fort pour que toute la salle entende, si lui-même avait remarqué qu'il venait de m'interrompre encore une fois pendant que je parlais. Silence. Il n'y a eu aucune accusation, aucune attaque, mais il venait d'être confronté directement à son propre geste. Il était visiblement mal à l'aise. Il a tenté de se justifier. Il a eu un petit rire gêné. Il a affirmé ne pas s'en être rendu compte. Mais quelque chose avait changé à cet instant précis. À partir de ce moment-là, il a commencé à se contrôler. Et le plus intéressant, c'est que le respect est venu, non pas parce que j'avais élevé la voix, mais parce que je l'avais contraint à constater lui-même son propre comportement. Voilà l'effet d'une question bien posée. Quand tu accuses, c'est toi qui deviens le problème. Quand tu interroges, c'est le comportement lui-même qui devient le problème. Il existe une réelle différence entre dire « tu ne me respectes jamais » et demander « as-tu conscience de la façon dont cela m'a touché ?» Dans la première formulation, tu ne parles pas réellement de ce qui s'est produit. Tu attaques la personne tout entière, tu l'enfermes dans l'étiquette d'irrespectueuse. Et lorsque quelqu'un se sent ainsi catalogué, sa réaction devient automatique. Défense, justification, contre-attaque. La conversation cesse alors d'être une question de respect pour se transformer en un duel d'ego,
où il s'agit seulement de savoir qui a raison et qui a tort. La seconde question, elle, agit tout autrement. Elle n'accuse pas, elle met en évidence. Elle ne pousse pas, elle invite l'autre à s'arrêter et à observer son propre comportement. Au lieu de se défendre, la personne est amenée à réfléchir. Au lieu de réagir instinctivement, elle doit s'observer elle-même. Et ce bref instant de pause change absolument tout. C'est pour cette raison que la première phrase engendre de la résistance, tandis que la seconde engendre de la prise de conscience. L'une ferme des portes, l'autre ouvre un espace de dialogue. Questionner, ce n'est ni ravaler sa colère, ni se taire, c'est choisir la manière la plus intelligente de se positionner. Et de surcroît, questionner te protège aussi d'un aspect essentiel, les mauvaises interprétations. Tout manque de respect n'est pas forcément intentionnel. Il peut parfois découler de la précipitation, d'une simple négligence ou d'attentes qui n'ont jamais été formulées clairement. En posant une question, tu crées un espace propice à la compréhension, et lorsque la compréhension s'installe, le respect refait surface, ou du moins, la limite devient parfaitement claire. Et voici le point essentiel. Questionner met en lumière sans humilier, corrige sans attaquer, et impose le respect sans alimenter le conflit. Pour celui qui ne te respecte pas, c'est profondément déstabilisant, car cela lui retire son rôle de victime et lui tend un miroir. Alors, voici un défi que je te lance. La prochaine fois que quelqu'un dépasse une limite, résiste à la tentation d'accuser, respire et pose une question. Une question bien formulée au bon moment vaut bien davantage que 10 accusations lancées sur le coup de l'émotion. Elle ne transforme pas seulement la conversation, elle transforme aussi la place que tu occupes intérieurement. Quatrième attitude. Celle qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Sois cordial, mais jamais trop accessible. As-tu déjà remarqué que certaines personnes ne commencent à te manquer de respect qu'après s'être senties trop à l'aise avec toi? Ce n'est en rien un hasard. Il existe une frontière extrêmement fine entre la politesse et l'intimité offerte. Et lorsque cette frontière est franchie, le respect s'efface bien souvent avec elle. Beaucoup de gens confondent ces deux notions, et c'est précisément dans cette confusion que le manque de respect trouve l'espace nécessaire pour s'installer et grandir. Être poli, c'est avant tout maintenir la civilité. C'est saluer, c'est adopter un ton posé, c'est ce respect élémentaire que tu offres parce qu'il révèle quelque chose de toi-même, et non de la personne en face. L'intimité, c'est tout autre chose. L'intimité, c'est ouvrir un espace émotionnel, c'est sourire excessivement, c'est rechercher la proximité, c'est se comporter comme s'il existait un lien qui en réalité n'existe pas ou ne devrait pas exister. Lorsque quelqu'un ne te respecte pas, confondre politesse et intimité constitue une erreur silencieuse, car sans t'en rendre compte, tu envoies le mauvais signal. Malgré ton attitude, tu as toujours accès à moi. Et les personnes irrespectueuses savent décoder ce signal avec une grande précision. Traiter quelqu'un avec politesse, tout en maintenant une distance émotionnelle, n'a rien à voir avec de la froideur, c'est une forme de protection. C'est toi qui affirmes, par ta posture et ta présence, que tu ne descendras pas à son niveau, mais que tu ne l'inviteras pas non plus à se rapprocher. J'ai appris cela dans ma propre existence. Auparavant, je m'efforçais d'être excessivement cordial avec des personnes qui dépassaient pourtant clairement les limites. Je souriais, j'engageais la conversation, je tentais de préserver une atmosphère légère, comme si cela suffirait à résoudre le problème. Mais le résultat était toujours identique. Plus je paraissais accessible, plus ces personnes se sentaient autorisées à continuer de me manquer de respect. Jusqu'au jour où j'ai modifié une chose toute simple. Je suis resté poli, mais j'ai supprimé tout signe d'intimité. Je saluais, je répondais avec respect, mais sans plaisanterie, sans proximité, sans cet effort inconscient de chercher à plaire. Et c'est précisément là que l'atmosphère a changé. Les gens ont commencé à peser leurs mots. Le ton a évolué, et celui qui se sentait jadis libre de me manquer de respect a commencé à se sentir déplacé. Car la politesse dépourvue d'intimité crée une limite invisible. Elle ne provoque pas de confrontation, mais elle ne propose pas non plus d'ouverture. Tu ne fais pas preuve de brutalité, tu fais simplement preuve de clarté. Être poli sans offrir d'intimité,
révèle une véritable maturité émotionnelle. Cela démontre que tu n'as nul besoin de punir, de provoquer ou d'humilier qui que ce soit pour t'imposer. Tu te contentes simplement de ne pas offrir ce que l'autre n'a pas su respecter. Et cela, pour quelqu'un qui ne te respecte pas, s'avère profondément déstabilisant, car ces personnes se nourrissent souvent de réactions émotionnelles, de proximité forcée, d'ouverture excessive. Lorsqu'elles se retrouvent face à quelqu'un de calme, poli et distant à la fois, elles ne savent tout simplement plus comment réagir. Il n'y a ni conflit, ni drame, mais il n'y a pas non plus d'accès, et cet équilibre possède une force redoutable. Alors, retiens bien ceci. La prochaine fois que quelqu'un te traite avec irrespect, ne change rien à qui tu es. Change uniquement le niveau d'accès que tu lui accordes. Reste poli, reste serein, mais garde la porte émotionnelle fermée. Tu ne dois pas d'intimité à quelqu'un qui ne montre pas de respect. Et quand tu comprends ça, quelque chose change. L'autre comprend qu'il ne peut pas franchir les limites sans en payer le prix. Cette posture ne crie pas, ne menace pas, mais elle affirme clairement « Je sais qui je suis et je sais jusqu'où tu peux aller ». Et peu de choses désarment davantage le manque de respect que cela. Cinquième attitude, ne montre aucune dépendance. Les gens perçoivent quand tu as besoin de rester, et lorsqu'ils le sentent, ils testent jusqu'où ils peuvent pousser le curseur. Il existe une vérité simple, mais inconfortable derrière cela. Au moment où quelqu'un comprend que tu dépends de cette relation, de cet emploi ou de cet environnement, le respect commence à t'échapper peu à peu. La dépendance modifie l'équilibre des forces. Elle te place dans une posture d'attente, d'acceptation, de tolérance excessive, et les personnes irrespectueuses repèrent cela très rapidement. C'est pour cette raison que montrer que tu disposes d'autres options compte parmi les attitudes les plus puissantes qui soient. Et je tiens à clarifier ceci d'emblée. Montrer que tu as des options, ce n'est pas menacer. Ce n'est pas se livrer à des jeux psychologiques. Ce n'est pas brandir quoi que ce soit sous le nez de qui que ce soit. C'est une posture. C'est une existence en mouvement constant. Quand toute ta vie gravite autour d'une seule personne, d'un seul lieu ou d'une seule forme d'approbation, tu commences à te contenter de miettes. Tu tolères des remarques blessantes, tu ravales des situations inconfortables. Tu baisses la tête pour ne pas perdre quelque chose que tu crois, au fond, devoir absolument conserver. Mais quand tu disposes d'options, quelque chose se transforme intérieurement. Tu ne m'en dis plus l'attention, tu ne supplies plus, tu ne te contorsionnes plus pour rentrer dans un moule, car tu sais que tu as le pouvoir de choisir. Je l'ai appris de manière très concrète dans un contexte professionnel. Il y a eu une période où je me trouvais dans un environnement où le manque de respect n'était jamais frontal. Personne n'élevait la voix, personne ne formulait de critiques explicites. C'était ce type de manque de respect que seul celui qui l'a vécu sait véritablement reconnaître. En réunion, par exemple, je proposais une idée. Je m'exprimais pendant 2 ou 3 minutes, et le sujet s'éteignait aussitôt. Silence, quelques regards détournés, et la réunion reprenait son cours comme si je n'avais rien dit. 5 minutes plus tard, quelqu'un d'autre reformulait presque exactement la même idée, et là surgissaient les hochements de tête approbateurs, les remarques élogieuses, les « ça tient la route ». Et toi, tu restes assis, à te demander si tu perds la raison. Il y avait aussi ces décisions prises en dehors des réunions officielles, des projets que je découvrais seulement une fois qu'ils avaient déjà été tranchés. Des emails importants où mon nom n'apparaissait même pas. Rien d'assez flagrant pour engager une confrontation, mais suffisamment répété pour peser lourdement. Et le pire, restait cette sensation constante de devoir prouver ma valeur, d'arriver toujours trop préparé, d'accepter des tâches supplémentaires pour ne pas paraître difficile, comme si j'étais éternellement redevable, comme si je devais sans cesse justifier ma place. Avec le temps, le problème est devenu limpide. J'avais besoin de cet environnement. J'avais besoin de ce poste. J'avais besoin de me sentir reconnu par mes collègues, par mon supérieur. Et lorsque les autres perçoivent cela, même inconsciemment, le respect commence inévitablement à s'effriter. Le tournant n'est pas venu d'une confrontation musclée. Il n'est pas né d'un ultimatum.
Il n'est pas venu d'une menace à peine voilée. Il est né d'un mouvement silencieux. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai jamais dit que je cherchais une autre opportunité. Je n'ai cherché à démontrer absolument rien. J'ai simplement commencé à bâtir des alternatives. J'ai développé des projets en parallèle. J'ai investi dans des compétences qui me procuraient davantage d'autonomie. J'ai élargi mon champ de possibilités au-delà de cet environnement. Et un phénomène curieux s'est produit. Mon comportement a évolué avant même qu'un seul mot ne soit échangé. J'ai cessé de chercher à me justifier autant. J'ai arrêté d'accepter n'importe quoi. J'ai cessé de manifester cette urgence de plaire à tout prix. Et les autres l'ont remarqué. Le ton en réunion a changé. On m'a davantage écouté. Les décisions ont recommencé à m'inclure. Les conversations sont devenues plus mesurées. Non pas parce que quelqu'un avait peur, mais parce qu'il était devenu évident que je n'étais pas piégé. Quand quelqu'un comprend que tu disposes d'options, que tu peux avancer à tout moment, il réfléchit à 2 fois avant de te traiter avec légèreté. Le respect cesse alors d'être optionnel. Voilà ce qui met réellement mal à l'aise, celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as défié, mais parce que tu as démontré par tes actes que tu ne dépends de rien ni de personne, et cela le perturbe profondément. Montrer que tu disposes d'autres options, c'est continuer ta routine, tes projets, tes plans, même face au mépris. C'est refuser de mettre ta vie en pause en attendant que quelqu'un change. C'est ne jamais figer tes pas par peur de perdre ta place. Plus tu avances, plus une vérité s'impose avec évidence. Aucune personne, aucun lieu, aucun poste ne définit qui tu es. Et quand l'autre saisit cela, le rapport de force bascule entièrement. Alors, retiens bien ceci. Celui qui a des options choisit. Celui qui choisit ne se soumet jamais. Et celui qui ne se soumet pas impose naturellement le respect, sans menace, sans affrontement, sans la moindre explication, simplement en continuant d'avancer. 6e attitude. Fais comprendre clairement que plaire n'est pas ta priorité. Combien de fois t'es-tu manqué de respect à toi-même, simplement pour ne pas déplaire à quelqu'un d'autre? Chaque fois que cela se produit, quelque chose se modifie dans la relation, et presque toujours, le respect est la première chose à disparaître. Quand tu dis oui, alors que tu penses non. Quand tu ris pour dissiper un malaise. Quand tu acceptes des choses qui n'ont absolument aucun sens. Simplement pour ne pas passer pour quelqu'un de compliqué, le message est limpide, même si tu ne le formules jamais à voix haute, j'ai besoin que tu m'apprécies. Et à partir de cet instant, le respect commence doucement à s'évaporer. Car celui qui comprend que tu as besoin de plaire saisit très vite 2 choses. Qu'il peut exiger davantage qu'il ne le devrait et que tu poseras rarement des limites. Mais voici un point essentiel. Cesser de chercher à plaire, ce n'est pas devenir froid, grossier ou distant. C'est ancrer ses pieds fermement au sol et comprendre que ta présence, ton temps et tes décisions n'ont nul besoin de passer par une approbation extérieure. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde n'appréciera pas tes choix. Et c'est très bien ainsi. Le malaise que cela peut engendrer chez les autres ne relève pas de ta responsabilité. J'ai mis longtemps à comprendre cela. J'ai grandi en pensant que pour avoir de la valeur, je devais être accepté, que plaire constituait la manière la plus sûre d'appartenir au groupe. Que dire oui maintenait les gens proches de moi, et que dire non mettait tout en péril. Cette croyance s'est glissée dans ma vie d'adulte sans même que je m'en aperçoive. J'acceptais des invitations alors que j'étais épuisé, simplement pour ne pas paraître distant. Je me rendais à des rendez-vous dont je n'avais aucune envie. Je restais plus longtemps que ce que je pouvais réellement supporter. Je riais à des choses qui n'avaient rien d'amusant. Dans mes amitiés, par exemple, j'étais perpétuellement disponible. Je répondais rapidement. J'écoutais des confidences interminables. J'annulais mes propres projets pour venir en aide. Mais lorsque j'avais moi-même besoin de quelque chose, la réponse se faisait attendre. Quand je prenais la parole, le sujet changeait soudainement. Quand j'avouais être fatigué, on me répondait simplement « Oh, mais ce sera rapide !» Et cela s'installe peu à peu. Des messages qui arrivent tard le soir, comme si ton temps n'avait aucune importance. Des demandes de services formulées à la dernière minute, toujours avec cette attente implicite que tu trouverais forcément une solution. Et la première fois où tu n'as pas pu répondre présent, il y a eu le silence, ou un ton glacial, ou cette culpabilité diffuse,
comme si tu avais transgressé une règle qui n'avait pourtant jamais été énoncée. Voilà ce qu'est le manque de respect déguisé. Il ne crie jamais, il s'appuie simplement sur ta disponibilité. Et plus tu t'efforces de plaire, plus cet espace se trouve occupé. Jusqu'au moment où j'ai commencé à modifier quelque chose de simple. J'ai commencé à dire non quand cela n'avait aucun sens. J'ai cessé de trop justifier mes décisions. J'ai arrêté de rire automatiquement à tout. Je n'ai prononcé aucun discours. Je n'ai annoncé aucun changement d'attitude. J'ai simplement cessé de me trahir moi-même pour préserver le confort des autres. Et c'est alors que le tournant est arrivé. Certaines personnes ont trouvé cela étrange. Elles se sont agacées, elles se sont éloignées, mais d'autres ont complètement transformé leur manière de me traiter. Les messages sont devenus plus respectueux. Les demandes sont arrivées avec davantage de considération. Le ton a changé, car lorsque tu montres clairement que tu n'as pas besoin de plaire, tu démontres tout aussi clairement que tu ne peux pas être exploité émotionnellement. Voilà précisément ce qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect. Pas parce que tu l'as affronté directement, mais parce que tu es sorti de ce rôle, de celui qui est toujours disponible, toujours compréhensif, toujours adaptable. Quand tu n'as plus besoin de plaire, personne ne peut te manipuler par la peur du rejet. Et lorsque cette peur s'efface, le respect retrouve naturellement sa place. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de sourire quand tu es épuisé. Tu n'as pas besoin de tout accepter pour éviter de paraître antipathique. Tu n'as pas besoin de te justifier pour empêcher que quelqu'un soit contrarié. Cesser de chercher à plaire ne t'isole pas, cela t'aligne avec toi-même. Et lorsque tu t'alignes ainsi, le monde apprend très rapidement jusqu'où il peut aller avec toi. 7e attitude, ne laisse jamais le manque de respect transformer qui tu es. Il existe quelque chose de plus dangereux encore qu'être traité sans égard. C'est de devenir une version diminuée de toi-même à cause de cela. Car lorsque quelqu'un te traite mal, l'attaque ne reste pas uniquement extérieure. Elle cherche à s'infiltrer. Elle cherche à contaminer ta posture, ton langage, ta démarche, ton regard, ta manière même d'exister. Le véritable enjeu du manque de respect n'est pas de t'humilier devant les autres. C'est de te faire repartir en te sentant plus diminué qu'au moment où tu es arrivé. C'est pour cette raison que garder la tête haute n'est pas une simple question d'apparence. C'est une véritable question de principe. Quand quelqu'un te manque de respect, l'objectif n'est presque jamais ce qui a été dit, c'est plutôt ce qui survient ensuite. Te faire douter de toi, te faire te replier sur toi-même, t'enfermer dans une posture de défense permanente. Mais à l'instant où tu maintiens ta posture, épaules solides, regard limpide, présence pleine et entière, quelque chose de puissant se produit. L'attaque ne trouve aucun terrain où s'enraciner. Tu n'as nul besoin de répliquer. Tu n'as nul besoin de t'expliquer. Tu n'as rien à prouver. Tu demeures simplement là, et cela déstabilise profondément celui qui s'attendait à te voir réagir, te justifier ou te laisser submerger émotionnellement. J'ai compris cela le jour où j'ai réalisé que la plus grande erreur n'était pas la remarque de l'autre, mais le fait de laisser cette remarque façonner la personne que je devenais ensuite. Il y a eu des moments dans ma vie où quelqu'un persistait avec de petites provocations. Rien d'explicite, rien de frontal. Toujours à la limite de la plaisanterie, du sarcasme tolérable, de l'ironie socialement acceptée. Et pendant longtemps, cela m'a affecté bien plus que je n'étais prêt à l'admettre. Je ressortais de ces échanges plus tendus, plus sur la défensive, plus refermé sur moi-même. Puis j'ai eu une prise de conscience. Si je changeais à cause du manque de respect d'autrui, alors ce manque de respect remportait la victoire. J'ai donc pris une décision simple et définitive. Je n'allais plus laisser le manque de tenue des autres dicter ma propre posture. J'entrais dans chaque endroit exactement de la même manière que j'en ressortais. Tête haute, pas assurée, regard limpide. S'il y avait une remarque blessante, elle pouvait bien me toucher au passage, mais elle ne trouvait plus aucune place où s'installer en moi. Elle ne se transformait pas en réplique cinglante. Elle ne se transformait pas en ressentiment. Elle ne modifiait en rien mon identité profonde. Et il se produit quelque chose d'étrange lorsque tu agis ainsi.
Celui qui tente de te rabaisser commence lui-même à se sentir déplacé, car ces personnes comptent sur ta réaction pour se sentir grandi. Elles comptent sur ton effritement intérieur pour valider leur propre comportement. Et lorsque cela ne se produit pas, leur pouvoir s'évanouit purement et simplement. Garder la tête haute, c'est refuser l'invitation à devenir une personne aigrie, impulsive ou endurcie intérieurement. C'est affirmer en silence « Tu ne vas pas me façonner ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Tu ne te places pas au-dessus de qui que ce soit. Tu demeures simplement entier. Et voici une vérité dont on parle trop rarement. Le respect de soi commence au moment où tu décides de ne plus payer le prix émotionnel de l'ignorance d'autrui. Ne pas porter l'attaque sur tes épaules, ne pas ressasser l'offense, ne pas laisser le manque de respect s'incruster dans ta propre personnalité. Marcher la tête haute. C'est avancer avec un caractère resté intact. C'est traverser des environnements hostiles sans devenir soi-même hostile. C'est sortir des affrontements sans porter de cicatrices intérieures. Et cela, c'est une véritable force. Alors, retiens bien ceci. Le monde peut tenter de te plier, de te provoquer, de te rabaisser, mais il ne l'emporte que s'il parvient à te faire perdre ta posture. Tant que tu gardes la tête haute, personne ne te vainc réellement, car le respect commence toujours par soi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la force, écris dans les commentaires. Ma limite est claire. Celui qui se respecte ne s'explique pas, ne se plie pas et ne se laisse pas corrompre. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant. Le stoïcisme ne change pas le monde. Il change qui tu es à l'intérieur de celui-ci. Merci d'avoir regardé.